On voulait le traduire en cour martiale immédiatement après le combat. L'accusation sonnait comme une sentence. Négligence criminelle et violation de 3 paragraphes du règlement de combat. Selon la logique des officiers d'état-major, le lieutenant Kovalev aurait dû périr dès les premières minutes de l'affrontement, en exécutant l'ordre héroïquement. Mais au lieu de cela, cet ancien arpenteur civil a transformé son unique char survivant en une machine de mort, qui a défié toutes les lois de la science militaire. Comment un seul Kliment Vorochilov a-t-il pu stopper 40 blindés allemands? Pourquoi le commandant du régiment a-t-il qualifié le sauvetage d'un bataillon entier d'acte d'insubordination? Et quel piège géométrique, invisible pour l'optique allemande, a forcé les chars ennemis à se diriger volontairement vers l'abattoir? Regardez jusqu'au bout pour découvrir comment la simple physique s'est avérée plus redoutable que n'importe quelle arme de la Wehrmacht. Juillet 1942. Ce n'était pas une steppe, c'était un polygone incandescent où la physique tuait avant même les balles. La poussière restait suspendue au-dessus du coude du Don comme un linceul dense et impénétrable. Une poussière grise, grasse, de l'os. Elle obstruait les filtres à air des moteurs, crissait sous les dents, transformait la sueur en coulées boueuses sur les visages et effaçait la frontière entre l'horizon et le ciel. L'air tremblait de chaleur. À l'ombre, il faisait plus de 40 degrés. On aurait pu faire frire des œufs sur le blindage, et à l'intérieur des compartiments de combat, la température frôlait les 60 degrés Celsius. La retraite ne ressemblait pas à une manœuvre. Elle rappelait une hémorragie lente et douloureuse. Des camions déglingués aux radiateurs percés rampaient, crachant de la vapeur. Des fantassins erraient, gris de poussière, semblables à des statues d'argile vivantes. Aucune formation, juste le traînement lourd de milliers de semelles et le souffle rauque d'hommes poussés au-delà de leurs limites. La guerre perdait ici son vernis héroïque pour se transformer en un travail grossier de déplacement de masses de chair et de fer vers l'est. La logistique s'effondrait. Les ordres arrivaient en retard. Les communications fonctionnaient par intermittence, crachotant de la friture dans les écouteurs. Le lieutenant Piotr Kovalev était assis sur la tourelle de son KV-1, les jambes, chaussées de lourdes bottes, pendant à l'intérieur de l'écoutille. Le seul char lourd survivant du bataillon. 47 tonnes d'acier de Leningrad, dont les ressources fondaient à chaque minute de fonctionnement du moteur. Kovalev ne regardait pas les visages des soldats qui passaient. Il écoutait le moteur. Le diesel V2 tournait irrégulièrement au ralenti. Les injecteurs étaient encrassés, l'huile surchauffée. Cette machine était une bête capricieuse. Si l'on surchargeait la transmission sur ce sol, l'embrayage principal brûlerait en 10 minutes et le char se transformerait en un tas de ferraille inutile. Kovalev ne savait pas cela parce qu'il était un héros, mais parce qu'il savait lire des plans et comprenait la résistance des matériaux. Avant la guerre, il était arpenteur, topographe, un homme qui transposait le chaos de la nature sur le papier plat des cartes. Désormais, sa profession civile était devenue son unique outil de survie. Là où d'autres ne voyaient qu'un ravin, Kovalev voyait un angle de déclivité et un secteur de tir. Là où d'autres voyaient un champ, il voyait une distance de tir direct et une densité de sol. Une Jeep poussiéreuse s'approcha du char. Le commandant de bataillon s'en extirpa lourdement. Son visage était émacié, ses yeux enflammés par l'insomnie et cette maudite poussière. Sa vareuse était raidie par le sel de la sueur, dessinant des auréoles blanches. Il ne salua pas. C'était superflu à cet instant. Il déploya simplement une carte d'état-major froissée sur le capot. Le papier était vétuste, usé jusqu'aux trous aux pliures. « Kovalev, écoute la situation. » La voix du commandant était sèche, comme le craquement d'une branche morte. « Le passage est bloqué. Le génie n'arrive pas à suivre. Il nous faut 1 heure. 1 heure
pour faire passer le train et les blessés sur l'autre rive. Le lieutenant regardait la carte en silence. Son regard saisissait professionnellement les courbes de niveau du relief, les lignes bleues de la rivière, les lignes brunes des hauteurs. Les Allemands sont arrivés au hameau. Le doigt du commandant, à l'ongle noir, pointa un endroit à l'ouest. Un groupe blindé, environ 40 unités. Ils avancent en coin. Dans 40 minutes, ils seront là. S'ils atteignent le pont dans leur élan, c'est la fin du bataillon. Kovalev leva les yeux. Il ne posa pas de questions sur les renforts. Il connaissait l'arithmétique du front. Il n'y aurait pas de renfort. « Il me reste 20 obus perforants », dit le lieutenant d'une voix égale, « et 10 explosifs. Le réservoir de gazole est à moitié plein. »« Je ne peux rien te donner de plus », coupa le commandant. « Les dépôts sont vides. Tout ce qu'il y a est à toi. Ta mission, c'est la côte 123. » Le commandant encercla au crayon une élévation allongée dominant la steppe. « Tu te places là. C'est le seul point d'où l'on peut couvrir l'approche du passage. Retarde-les, à n'importe quel prix. Je n'ai pas besoin que tu meures en héros, Kovalev. J'ai besoin que tu nous achètes 60 minutes. » Le lieutenant hocha la tête. Il n'y avait pas d'émotion, il y avait une mission. La côte 123. Cela changeait la donne. Il regarda de nouveau la carte, mais cette fois avec le regard d'un ingénieur. La hauteur avait une géométrie complexe. Une pente douce de notre côté, abrupte du côté ennemi. « À vos ordres ?»« Que Dieu te garde !» Le commandant soupira lourdement, replia la carte et, après une seconde d'hésitation, ajouta hors protocole « Pardonne-moi, Piotr, mais il n'y a personne d'autre. » La Jeep démarra brusquement, recouvrant le blindage d'une nouvelle couche de poussière. Kovalev resta seul. Non, pas seul. Il avait son équipage et 47 tonnes d'acier avec lui. Il descendit dans la tourelle. À l'intérieur, ça sentait le gazole, la poudre brûlée et les chaussettes russes sales. L'exiguïté était oppressante. L'équipage restait silencieux, guettant chaque mouvement du chef de char. Le conducteur mécanicien, le tireur, le chargeur, le radio. Leurs visages étaient noircis par la suie. Seul le blanc des yeux était visible. Ils avaient tout entendu. Ils comprenaient qu'un char contre 40 était une équation qui se résolvait rarement à l'avantage de l'unité. « Équipage, attention !» La voix de Kovalev dans l'interphone sonnait de manière mécanique, sans tremblement. « La mission est claire. Nous faisons mouvement vers la côte 123. »« Camarade lieutenant !» La voix du mécanicien était rauque. « C'est une fournaise là dehors. Le moteur va bouillir avant qu'on arrive en haut. »« Il ne bouillira pas si on y va en douceur, » répondit Kovalev. « Surveille la température de l'huile. Ne dépasse pas 90. On fait de courts arrêts. En avant !» Le char eut un soubresaut. Les chenilles cliquetèrent, faisant jaillir des étincelles sur les pierres. Le KV-1 pivota lentement et rampa vers l'élévation, s'éloignant du passage salvateur à la rencontre de l'horizon poussiéreux, derrière lequel s'amassait déjà l'avalanche d'acier de l'armée étrangère. Tandis qu'il rampait sur la pente, Kovalev ne pensait pas à la mort. Il pensait à la topographie. La côte 123 n'était pas juste une colline, c'était un casse-tête tactique. S'il se positionnait sur la crête, comme l'exigeait le règlement, la silhouette du char serait visible à 5 km. Une cible parfaite pour les canons anti-aériens allemands de 88 mm. Il brûlerait en une seconde. Donc, le règlement ne s'appliquait pas ici. Il fallait trouver une autre solution. Dans l'épiscope, il voyait l'herbe brûlée, dure comme du fil de fer. Il voyait les terriers de spermophiles. Il voyait les profondes fissures dans l'argile, laissées par la chaleur.
La terre était dure comme du béton. C'était bien. Les chenilles ne s'enfonceraient pas, la manœuvrabilité serait meilleure. Mais la poussière démasquerait n'importe quelle position après le premier tir. « Mécanicien, prends à gauche !» ordonna Kovalev. « Tu vois le vallon ?»« Je le vois. Par là. » Il ne cherchait pas simplement un abri, il cherchait un point où la géométrie du terrain annulerait la supériorité numérique de l'ennemi. Dans sa tête, il traçait déjà des lignes de visée. L'ennemi est un vecteur. Vitesse de la colonne allemande dans la steppe, 30 à 40 km/h. Distance de détection, 2 km. Portée efficace de son canon F-32 de 76 mm, 1,5 km. Temps de vol de l'obus, correction de tir. Tous ces paramètres tournaient dans sa tête, s'assemblant en un schéma rigide. La peur était quelque part à la périphérie, refoulée dans un coin reculé de sa conscience par un effort de volonté. À cet instant, il n'était pas un homme qui avait laissé une famille à l'arrière. Il était un module de calcul intégré au système de conduite de tir. Le char déboucha sur le plateau. Kovalev ordonna de couper le moteur. Le silence frappa les oreilles. Un silence dense, vibrant de la steppe, rompu seulement par le chant des cigales et le craquement du métal des pots d'échappement qui refroidissaient. « Observez les alentours », lança-t-il à l'équipage. « Pelle au combat !» Ils avaient peu de temps. 20 minutes pour préparer la position. 20 minutes pour transformer un pli du terrain en forteresse imprenable. Au loin, à l'ouest, le ciel commençait déjà à s'assombrir de fumée. Les Allemands arrivaient. Ils arrivaient selon l'horaire, pédants et implacables, sûrs de leur supériorité. Ils apportaient avec eux l'ordre et la mort. Mais ils ne savaient pas encore que sur la côte 123, les attendait un arpenteur qui avait transformé ce bout de steppe en sa planche à dessin personnelle. Et dans son équation, il n'y avait pas de place pour eux. Kovalev sauta sur le blindage, et ses semelles frappèrent le métal avec un bruit sourd. La chaleur ici, au sommet, semblait presque palpable, une substance dense qui pesait sur les épaules autant qu'une colonne atmosphérique. L'air tremblait, déformant la perspective, transformant les buissons lointains en taches vertes dansantes. La côte 123 semblait sur la carte être la position idéale. Point dominant, excellente vue, schéma de défense classique. Le conducteur mécanicien, un Sibérien trapu au visage noirci de mazout, sortit la tête de l'écoutille. Il puissait les yeux au soleil, essuyant son front avec un chiffon sale. « Camarade lieutenant, on se met dans le caponnier sur la crête ?» demanda-t-il d'une voix rauque, montrant une vieille position éboulée, abandonnée par quelqu'un une semaine plus tôt. Endroit repéré, vue à 5 km, comme dans la paume de la main, selon le règlement. Kovalev regarda la crête. Oui, le règlement exigeait d'occuper la hauteur. Les manuels de tactique, écrits dans des bureaux frais, stipulaient « Qui est le plus haut a raison ». Mais les manuels ne tenaient pas compte de la bruine de chaleur du Don et de l'optique allemande Zeiss. Sur le fond du ciel blanchi par la canicule, la silhouette noire du KV-1 serait une cible parfaite. Il serait repéré en quelques secondes. Le premier obus de 88 briserait une chenille, le second transformerait le compartiment de combat en fosse commune. « Non !» trancha Kovalev. « Sur la crête, nous sommes des cadavres. La mort aime les belles poses. » Il sauta à terre. Le sol sous ses pieds était de l'argile durcie, desséchée jusqu'à la consistance de la pierre. Kovalev mit un genou à terre, posa sa paume sur le sol, tel un médecin prenant le pouls d'un patient. Il était arpenteur. Pendant 10 ans, il avait parcouru de tels champs avec un théodolite et une myrrhe. Il savait que la terre n'est pas juste un support pour les pieds. La terre est une construction d'ingénierie complexe. Le regard du professionnel glissa vers le bas de la pente. À gauche,
s'étendait une bande de steppes rousses brûlées. À droite, blanchissait une tache ressemblant à un lac asséché, une dépression saline. Pour un soldat ordinaire, c'était juste une surface plane, pratique pour prendre de la vitesse. Pour un arpenteur, un piège. Sous une croûte de sel sec, fine de 2 doigts, se cachait une boue grasse, visqueuse, saturée d'humidité. Kovalev se tourna vers l'équipage. « Regardez là-bas. Vous voyez la tache blanche à droite ?»« Affirmatif, » répondit le chargeur en sortant sur la tourelle. « Un endroit plat. Les Allemands vont foncer par là pour ne pas perdre de vitesse. »« Ils ne fonceront pas, » secoua la tête le lieutenant. « Les Allemands sont des pédants. Ils ont d'excellentes cartes et ils savent les lire. Ils savent que leurs Panzer III et IV ont des chenilles étroites. Leur pression au sol est plus élevée que la nôtre. » Sur le marais salant, 20 tonnes d'acier allemand s'enliseront jusqu'au ventre en 50 mètres. C'est un marécage recouvert d'une couverture. Il déplaça son regard vers la gauche. Là, à peine visible dans l'air tremblant, s'étendait un vallon peu profond. Il était couvert de fétuques durs, signe certain d'une argile ferme et tassée. Ils passeront par ici. Le doigt de Kovalev pointa le vallon. Sur la terre ferme. C'est le seul couloir où leur suspension supportera la vitesse de marche. Ils ont plus peur de s'enliser que de notre feu. La logistique et la physique les pousseront exactement dans cette gouttière. Le plan mûrit instantanément. Ce n'était pas juste une embuscade, c'était une construction géométrique. S'ils se plaçaient sur la crête, le duel serait frontal, honnête. Et l'honnêteté à la guerre, c'est de la bêtise. Il faut frapper quand l'ennemi expose un point faible. « La machine sur la contrepente », commanda Kovalev. Sa voix devint dure, métallique. « Dans ce buisson-là. On se met de flanc par rapport au vallon. Distance jusqu'au point d'ouverture du feu, 400 mètres. »« Camarade lieutenant, mais on va se rendre aveugle », s'indigna le radio. « On ne les verra que quand ils nous souffleront dans le flanc. »« On les verra quand ils nous présenteront leur flanc, » trancha Kovalev. « Exécution !» Le moteur rugit, crachant un nuage de fumée noire. Le char, faisant cliqueter ses chenilles, commença à glisser dans les fourrés d'épines noires sur la contrepente de la colline. Maintenant commençait la partie la plus dure du travail. Le travail à la pelle. La chaleur s'intensifiait. Le soleil était au zénith, transformant la steppe en poêle à frire. L'équipage creusait en silence, avec fureur. Le sol ne cédait pas. Les pelles sonnaient contre l'argile sèche, faisant jaillir des étincelles. Ce n'était pas de la terre, c'était du béton. La sueur inondait les yeux, rongeait la peau, se mêlant à la poussière omniprésente. Le sel dessinait des arabesques blanches sur les vareuses, les lèvres gerçaient. La bouche était si sèche que la langue semblait être du papier de verre. Kovalev creusait à l'égal des autres. Il sentait ses bras s'alourdir de plomb, mais son cerveau continuait de fonctionner, calculant les angles et les vecteurs. Ils ne creusaient pas simplement une tranchée, ils inscrivaient 47 tonnes de métal dans le paysage. Le char devait faire partie de la colline. Un pli de terrain est une armure qu'aucun obus ne peut percer. « Plus profond !» râlait Kovalev en rejetant des mottes de terre. « La tourette doit être au niveau du gazon, pour qu'aucun reflet d'optique ne trahisse la position. » Il ne camouflait pas la machine avec des branches qui sécheraient et jauniraient en 1 heure, trahissant la position. Ils utilisaient un filet, y tressant des touffes de cette même herbe brune et brûlée qui poussait alentour. Kovalev vérifia personnellement le camouflage en s'éloignant de 100 mètres. Le char avait disparu. Il ne restait qu'un buisson d'épines noires, un peu plus dense que les autres. Le canon de la pièce F-32 pointait exactement au centre du couloir supposé, caché dans l'ombre du feuillage. Quand le travail fut terminé, les hommes s'écroulèrent au sol à l'ombre des chenilles.
Le souffle s'échappait des poumons en sifflant. Il restait de l'eau dans le bidon pour quelques gorgées chacun. Cette eau tiède, au goût de métal et de vase, semblait être du nectar. Kovalev ne se reposait pas. Il remonta sur le blindage, vérifiant les secteurs. Le regard de l'arpenteur fixait les repères. Repère 1, le boulot cassé, distance 350. Repère 2, le rocher au bord de la dépression saline, distance 420. Il ferma les yeux, reproduisant la carte du terrain dans son esprit. La pente, le vallon, le marais salant. L'ennemi se déplacerait selon un vecteur dicté par la peur de la boue. Le conducteur allemand se collerait instinctivement au sol dur, s'éloignant de la tache blanche de sel. Cela amènerait inévitablement son flanc à un angle de 90 degrés par rapport au canon soviétique. Les Allemands seront là d'une minute à l'autre, dit doucement Kovalev en regardant sa montre. À vos postes. L'équipage s'engouffra dans les écoutilles. À l'intérieur du char, il faisait aussi lourd que dans un bain de vapeur surchauffé. Le métal de la coque accumulait la chaleur du soleil, transformant le compartiment de combat en four. Ça sentait l'huile chaude et la vieille poudre. Kovalev se colla à l'oculaire du viseur. Le monde se rétrécit à un rond avec un réticule. La brume tremblante au-dessus de la steppe floutait les contours des objets, mais le squelette du terrain restait net. La terre trembla. D'abord, ce fut une vibration à peine perceptible, transmise par la coque du char directement dans la colonne vertébrale. Puis le son apparut. Un grondement sourd, croissant, semblable au bruit d'un train en approche. La poussière à l'horizon se dressa comme un haut mur, masquant le soleil. « Ils arrivent !» La voix du radio trembla dans les écouteurs. « Calme !» répondit Kovalev. « Attendez !» Pas un souffle sans mon ordre. Il ne les voyait pas, mais il savait où ils étaient. Il sentait leurs mouvements à travers les semelles de ses bottes appuyées sur le plancher de la tourelle. La géométrie du combat commençait à se mettre en place. L'ennemi commettait l'erreur que Kovalev avait prédite 1 heure plus tôt. Il passait par le vallon. Il cherchait une route commode et avait trouvé un couloir de la mort. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que les mathématiques se transforment en balistique. La main du lieutenant se posa sur le volant de rotation de la tourelle. Sa paume était sèche et ferme. Le calcul était terminé. Restait l'exécution. Le temps se comprima aux dimensions de la fente de visée. À l'intérieur du char, dans cette crypte d'acier où la température avait depuis longtemps dépassé les limites imaginables, les secondes tombaient lourdement, comme des gouttes de plomb en fusion. Kovalev ne regardait pas sa montre. Au combat, le temps ne se mesure pas en minutes, mais en battements de cœur et en tours de vilebrequin. D'abord apparut la poussière. Elle s'éleva au-dessus de la crête du vallon en un nuage gris sale, dense comme un écran de fumée. Puis, à travers cette brume, des silhouettes anguleuses émergèrent. 3 machines. L'éclaireur. C'étaient des Panzer III, des chars moyens de la Panzerwaffe. 22 tonnes de génie technique allemand conçus pour la guerre éclair. Ils avançaient avec assurance, à vitesse de marche, soulevant des nuages de poussière de l'os. Leur commandant, sorti des écoutilles de tourelle, scrutait l'horizon aux jumelles. Kovalev se colla à l'appui-front du viseur, sentant la sueur inonder ses paupières. Il les voyait aussi nettement que s'ils étaient sur un plan. Les boîtes grises des châssis, les canons courts de 50 mm, les croix sur les flancs. Il suivait le vecteur qu'il avait tracé dans son imagination 1 demi-heure plus tôt. La psychologie fonctionnait sans faille. Les Allemands voyaient devant eux la côte 123. Ils voyaient une crête vide. Aucune silhouette sur le fond du ciel, aucun reflet d'optique, aucun parapet. Pour un officier allemand,
Élevé dans le respect des règlements et de la tactique correcte, cela signifiait une chose. La hauteur était libre. Les Russes étaient partis ou morts. L'ennemi se sentait maître de la situation. Cette assurance était une ressource que Kovalev comptait utiliser jusqu'à la dernière goutte. Le char de tête s'approcha de la bifurcation du terrain. À droite blanchissait la croûte traîtresse du marais salant. À gauche s'éloignait le vallon ferme. Kovalev cessa de respirer. Maintenant, c'est maintenant que se décidait qui avait surpassé l'autre dans ce duel intellectuel. Si l'Allemand décidait de risquer et passait par le marais salant, le plan s'effondrerait. Le KV devrait tourner la tourelle, perdant de précieuses secondes et son camouflage. Mais le conducteur mécanicien du char allemand était un professionnel. Il vit les traces blanchâtres de sel. Il savait que les chenilles étroites de sa machine, conçue pour les routes européennes, trancheraient instantanément la croûte sèche et que le char se poserait sur le ventre dans la boue grasse. Il fit ce qu'aurait fait tout conducteur compétent. Il tira le levier de direction. Le char vira brusquement à gauche. Les chenilles labourèrent la terre sèche. La machine glissa docilement dans le vallon, sur la terre ferme, évitant le marais salant. Le deuxième et le troisième char répétèrent docilement la manœuvre du leader. Ils entrèrent dans le couloir. Eux-mêmes, volontairement, s'étaient acculés dans un piège géométrique dont les murs étaient tracés par le relief et dont la serrure était un canon F-32 de 76 mm. Désormais, le Panzer III de tête présentait son flanc au KV camouflé. La distance diminuait. 400 mètres. 350. Kovalev voyait les rivets sur le blindage ennemi. 30 mm de blindage latéral. Plaque verticale. Un plan idéal pour la rencontre avec un obus perforant à tête plate. Aucun ricochet. La physique était du côté de l'équipage soviétique. Perforant, prononça doucement Kovalev dans le laryngophone. Repère, char de tête, sous la tourelle. Paré, souffla le tireur. Ses mains sur les volants ne tremblaient pas. C'était un travail. Un travail dur, sale, exigeant une précision chirurgicale. Le commandant allemand dans la machine de tête remarqua quelque chose. Peut-être la densité anormale des épines noires sur la pente, ou l'éclat de la lentille du viseur que le filet de camouflage n'avait pas pu cacher. La tourelle du char allemand commença à tourner lentement, par saccades, vers l'embuscade. Mais c'était trop tard. Le temps de réaction humain, plus le temps de rotation du mécanisme, c'est trop long pour celui qui se trouve déjà dans le réticule. Kovalev ne ressentait pas de haine. Il ressentait la froide satisfaction de l'ingénieur dont le calcul complexe s'est avéré juste. L'azimut est correct. La correction est réglée. Angle d'impact de l'obus avec le blindage, 90 degrés. Feu! L'ordre ne sonna pas comme un cri, mais comme le claquement d'une culasse. Le char trembla de tout son corps de 47 tonnes. La culasse du canon recula, crachant une douille fumante qui tomba avec un tintement sur le plancher du compartiment de combat. Le fracas du tir dans l'espace clos frappa les oreilles, assourdissant l'équipage un instant. Les gaz de poudre, malgré le ventilateur en marche, agressèrent le nez d'une odeur âcre et acide. Dans l'épiscope, Kovalev vit le résultat de son équation. L'obus BR-350A franchit les 300 mètres en une fraction de seconde. Il frappa le Panzer III allemand exactement dans le flanc, sous le chemin de roulement de la tourelle, là où se trouvaient les munitions. On n'entendit pas l'explosion derrière le cliquetis de sa propre culasse, mais ses conséquences furent monstrueuses. Le char allemand sembla trébucher. Une colonne de flammes jaillit des écoutilles ouvertes, vive, presque blanche, sur le fond de poussière jaune. La tourelle fut arrachée de son logement et projetée sur le côté comme un couvercle de conserve.
La détonation des munitions transforma la machine de combat en un amas de ferraille tordu en un dixième de seconde. La carcasse en feu s'immobilisa en travers du vallon, bloquant l'étroit passage. Une fumée noire et grasse d'essence et de caoutchouc brûlé s'éleva instantanément en colonne, masquant la vue aux autres machines. Le piège s'était refermé. Le premier coup de cette partie revenait à l'arpenteur. La géométrie avait vaincu la mécanique. Mais ce n'était que l'ouverture. Derrière le leader en feu, les autres faisaient cliqueter leurs chenilles, et ils n'avaient pas encore compris que l'étroit vallon, qui semblait être le salut face au marais salant, était devenu pour eux un stand de tir à sens unique. « Charge !» cria Kovalev, couvrant le bourdonnement dans ses oreilles. Le deuxième. « Correction, un demi-châssis !» La main du chargeur, mouillée de sueur et d'huile, poussait déjà l'obus suivant dans la culasse. La culasse claqua en se fermant. L'équipage fonctionnait comme un mécanisme unique, où chaque pièce est lubrifiée par l'adrénaline et la compréhension que rater signifie la mort. L'illusion de sécurité pour l'ennemi était terminée. Le travail de destruction commençait. La carcasse en feu du Charles-Tête s'était transformée en bouchon dans un goulot de bouteilles. La colonne s'arrêta. C'était ce moment précis où l'initiative tactique passe des mains des généraux à celle de celui qui a les nerfs les plus solides et la réaction la plus rapide. Le piège, tracé par l'esprit du topographe sur le paysage, s'était refermé avec le claquement d'un piège à loup en acier. Dans l'épiscope, Kovalev voyait l'ordre allemand parfait s'effriter en chaos. Les machines arrière, ne voyant pas la cause de l'arrêt, continuaient de pousser, comprimant la formation. Celles de devant, se retrouvant face à un mur de feu et de métal, paniquèrent. Ils avaient 3 secondes pour prendre une décision, et toutes les options étaient mauvaises. À droite, le marais salant qui aspirerait inévitablement une machine de 20 tonnes. À gauche, la pente raide du ravin, menaçant de renversement. Devant, la mort. Il ne restait qu'une voie, la marche arrière. Le deuxième char de la colonne, un autre Panzer III, eut un soubresaut et commença à reculer. Le conducteur ne voyait rien dans les volutes de fumée noire qui s'échappaient du leader touché. Il agissait par instinct de conservation, et l'instinct criait « Fuis !» « Ne le suis pas !» cria brusquement Kovalev au tireur, voyant le canon commencer à errer, essayant d'attraper la cible qui manœuvrait. « Tiens le point de sortie !» Le lieutenant connaissait la psychologie du conducteur mécanicien dans une telle situation. L'Allemand ne voit pas où il va. Il va reculer d'une dizaine de mètres, heurter de la poupe le rocher que Kovalev avait repéré lors de la reconnaissance, ou percuter le char qui le suit. À ce moment-là, il écrasera les freins pour changer de vitesse. Ce sera une seconde de statique totale. Une seconde de vitesse zéro. « Attends !» chuchotait Kovalev, comme pour ensorceler le mécanisme. « Attends !» Le char allemand, faisant cliqueter ses chenilles, reculait à l'aveugle. Choc. La poupe heurta le rocher. La machine oscilla et se figea, s'affaissant sur l'arrière. L'échappement cracha un nuage de fumée bleue. Le conducteur débrayait. « Feu !» L'obus frappa le flanc, juste au-dessus des galets. Un calcul géométrique idéal. Le bloc d'acier transperça le blindage fin comme une aiguille le tissu. Le char eut un soubresaut, comme frappé par la foudre, et se figea pour toujours. Une seconde plus tard, une fumée épaisse et huileuse s'échappa des écoutilles. L'équipage n'eut pas le temps de quitter la machine. « Au troisième !» La voix du chargeur se brisa en un râle. La lourde munition monobloc entra avec un fracas dans la culasse. Le verrou se referma, coupant le bruit du combat du petit monde étroit de la tourelle. « Parez !» Le troisième char allemand tenta de faire demi-tour sur place. C'était une erreur fatale sur un espace aussi étroit. Le mécanicien actionna la rotation inverse.
une chenille en avant, l'autre en arrière. Le char commença à tourner sur son axe, exposant au cou sa plaque arrière vulnérable, où le blindage était purement symbolique. De plus, lors du demi-tour, il accrocha inévitablement du bord de sa chenille le marais salant traître. Kovalev vit la chenille droite de l'Allemand entailler la croûte sèche et s'enfoncer instantanément dans la boue liquide. Le char s'inclina. Le moteur rugit, essayant d'arracher la machine à sa prison, mais ne fit que l'enfoncer davantage. 20 tonnes d'acier s'étaient transformées en cible immobile. Comme au stand de tir, marmonna le tireur, alignant le triangle du viseur avec le compartiment moteur de l'ennemi. Tir. L'obus toucha le moteur. L'explosion des réservoirs de carburant déchira le compartiment moteur de l'intérieur. Une colonne de flammes jaillit à 5 mètres de hauteur. Le combat s'était transformé en échec de vitesse, où Kovalev avait toutes les pièces, et l'adversaire seulement des pions, bloqués au bord de l'échiquier. Le vacarme dans la tourelle était inimaginable. Le ventilateur bourdonnait à s'en rompre, n'arrivant pas à évacuer les gaz de poudre. L'air était devenu dense, amer et brûlant. La sueur inondait les yeux, piquait les écorchures sur les mains. Kovalev ne sentait pas la chaleur. L'adrénaline avait gelé ses sensations. Son cerveau fonctionnait en mode calculatrice. Distance, vitesse, correction. Le 4e char, un Panzer IV à canon court, tenta de forcer le passage à travers l'écran de fumée vers l'avant, éprenant les carcasses brûlantes des siens. Une manœuvre désespérée de kamikaze. Il surgit de la fumée juste devant le viseur du KV, à seulement 200 mètres. Kovalev vit les yeux dilatés d'horreur du commandant allemand dans l'écoutille de tourelle. « Explosif !» hurla Kovalev, comprenant qu'il n'aurait pas le temps de charger un perforant. « Frappe sous la chenille !» L'obus explosif frappa le sol juste devant le nez de la machine allemande. L'onde de choc et les éclats déchirèrent le patin. La chenille, serpentant hors des galets, s'étala sur le sol. Le char pivota sur le côté par inertie, s'exposant au tir suivant. « Perforant, achève-le !» 4 minutes. Seulement 240 secondes. Durant ce temps, le vallon que Kovalev avait choisi comme champ de bataille s'était transformé en cimetière de la Panzerwaffe. 5 chars allemands brûlaient, dégageant une fumée noire et toxique. Le métal craquait en refroidissant et en se tordant sous le feu intérieur. Les munitions explosaient, projetant des gerbes d'étincelles semblables à un feu d'artifice en enfer. À l'intérieur du KV-1 régnait une lourde odeur de douille tirée et d'huile brûlante. Le chargeur, un gaillard de la région de Tambov, glissa le long de la paroi de la tourelle, happant l'air comme un poisson jeté sur la rive. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une tension physique extrême. En 4 minutes, il avait brassé une demi-tonne de morts. « Recul normal !» rapporta le tireur, en essuyant l'optique avec un chiffon. Sa voix était vide, dénuée d'émotion. Kovalev se colla à l'instrument d'observation. Le panorama du combat était terrifiant et géométriquement parfait. Toutes les machines détruites gisaient exactement là où il l'avait calculé. Aucune n'avait atteint la limite du marais salant. Aucune n'avait pu monter sur la pente. Elles étaient restées dans le vecteur de destruction. Ce n'était pas seulement la victoire de la force des armes, c'était la victoire de l'intelligence sur le règlement. La victoire de l'ingénieur qui savait que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion et que la panique est aussi prévisible que la trajectoire d'une pierre lancée. Mais le silence était trompeur. Kovalev savait, ce n'était que l'avant-garde. Une reconnaissance par le combat. Les Allemands savent apprendre. Ils ont déjà compris que l'attaque frontale dans le vallon était un suicide. Maintenant, ils vont se regrouper. Ils vont appeler l'artillerie ou l'aviation,
ou amener des chars lourds à canon long, capables de percer le blindage du KV à une distance inaccessible pour le canon F-32. « Équipage, écoutez l'ordre !» La voix du lieutenant était rauque comme un grincement de métal. « Rechargez ! Vérifiez l'eau dans le système de refroidissement. Ne pas couper le moteur. Le vrai travail va commencer maintenant. » Il regardait les chars ennemis en feu et ne ressentait aucune joie. Seulement un froid calcul. 5 machines en moins. Il en restait encore 35. Et il lui restait 15 obus perforants. L'arithmétique de la guerre jouait de nouveau contre eux. « Mécanicien, recule de 5 mètres. On change de position dans les limites de la tranchée. Ils vont tirer sur les éclairs de départ maintenant. » Le KV-1, rugissant de son moteur, rampa un peu vers la profondeur des épines noires. Kovalev se préparait au deuxième acte de ce drame, où l'enjeu ne serait plus la vie, mais le temps, qu'il fallait acheter avec du sang et de l'acier. Le calcul s'était avéré juste, mais l'ennemi savait aussi apprendre. Les Allemands cessèrent les attaques suicidaires de front. Le silence qui planait sur la steppe n'était pas une pause, mais un changement d'outil. Au lieu du marteau, ils avaient sorti le scalpel. Kovalev le comprit quand il vit de nouvelles silhouettes à l'horizon. Ce n'étaient pas des chars d'assaut à canon court, mais des Panzer IV à canon long, des F2. Leurs canons de 75 mm pouvaient percer le blindage frontal du KV à 1 km de distance. Désormais, ce n'était plus une chasse, mais un duel d'usure. Les Allemands avaient repéré la position du char soviétique. Le nuage de poudre des 5 tirs restait suspendu au-dessus des épines noires, comme un nimbe traître, que même le vent de la steppe ne pouvait dissiper. Le camouflage était devenu inutile. Les buissons qui protégeaient de la détection visuelle ne protégeaient pas de la balistique. Le premier obus frappa la tourelle de biais. Le bruit fut comme si un marteau géant avait frappé un seau vide à l'intérieur duquel se trouvaient des gens. Ce n'était pas une explosion. C'était un tintement monstrueux qui boucha instantanément les oreilles. L'énergie cinétique du bloc d'acier se transforma en vibration des plaques de blindage. De la face interne du blindage se détacha une écaille. De petites lamelles de métal, tranchantes comme des rasoirs, giclèrent au visage du tireur, entaillant la peau jusqu'au sang. « Pas dormir !» hurla Kovalev, bien qu'il entendît sa propre voix comme sous l'eau. Un filet de sang chaud coula de son nez. Les vaisseaux avaient éclaté sous le choc. Ils règlent leur tir. À l'intérieur du char, l'enfer prit des paramètres physiques. La température de l'air dépassa les 60 degrés Celsius. Le blindage incandescent fonctionnait comme un four, accumulant la chaleur solaire et la fournaise du diesel tournant à la limite. Le système de ventilation brassait un air brûlant, empoisonné par les gaz de poudre. Il n'y avait plus rien à respirer. Chaque inspiration brûlait les poumons. La sueur ne s'évaporait pas, elle coulait en ruisseaux, rongeant les yeux, imbibant les combinaisons, rendant les mains glissantes. Le chargeur, ce solide gars de la campagne, s'affaissa soudainement. Il glissa simplement le long de la paroi du récupérateur de douille, laissant tomber l'obus. Coup de chaleur. Son visage devint cramoisi, ses yeux se révulsèrent. Il râlait, happant l'air brûlant par la bouche. L'organisme n'avait pas tenu. La physiologie avait cédé avant la mécanique. Kovalev n'appela pas à l'aide. Il n'y avait personne à appeler. Le tireur était agrippé au volant, le radio jurait en essayant de réparer l'antenne fauchée par un éclat. Le lieutenant sauta lui-même vers la culasse. Il saisit l'obus lourd, glissant d'huile et de sueur. 20 kilos de mort. Son dos répondit par une douleur aiguë, mais les muscles travaillèrent par automatisme. « Perforant !» se cria-t-il à lui-même, poussant le bloc d'acier dans le canon. Le claquement de la culasse sonna comme une sentence. Kovalev retourna à son poste de commandant,
cumulant les fonctions de tacticien et de manœuvre. Feu! Le KV riposta. L'obus partit à la rencontre de l'éclair à 1,5 km. Le char allemand s'enveloppa de fumée, mais continua son mouvement. Ils avançaient sur un large front, prenant la hauteur en tenaille. Les Allemands ne s'aventuraient plus dans le vallon. Ils contournaient la position par un large arc, risquant d'exposer leurs flancs, mais gagnant en nombre. C'était la tactique savante de la meute traquant l'ours. Un nouveau choc secoua la machine si fort que Kovalev cogna son casque contre le viseur. Le char eut un soubresaut et s'inclina sur le flanc droit. Le grincement du métal déchiré couvrit le grondement du moteur. La machine pivota brutalement, comme si quelqu'un avait tiré sur une laisse invisible. « Chenille !» cria le conducteur mécanicien. « La roue folle est sectionnée! On est immobile !» Le tireur allemand s'était révélé être un maître. L'obus perforant avait touché exactement la roue directrice. Les patins, en se brisant, avaient volé hors des galets avec un bruissement de serpent, exposant les roues impuissantes. 47 tonnes d'acier s'étaient instantanément transformées d'une unité de combat mobile en un bunker immobile. Le moteur rugissait à vide. Le mécanicien tirait les leviers, mais le char ne faisait que tourner impuissant sur sa seule chenille intacte, labourant la terre. « Coupe le moteur !» ordonna Kovalev. « On économise le carburant. On ne va plus nulle part. » Le silence qui suivit l'arrêt du diesel était terrifiant. On n'entendait plus que le sifflement des balles cliquetant sur le blindage et les détonations lointaines des canons allemands. Le char était devenu une tombe, une cible immobile sur le flanc de la colline, une cible idéale pour l'artillerie. Mais Kovalev ne ressentait pas de panique. La peur était partie avec le dernier espoir de retraite. Il ne restait qu'une clarté froide et méchante. La situation s'était simplifiée à l'extrême. Plus besoin de manœuvrer, plus besoin de chercher des voies de repli, plus besoin de penser à la surchauffe de la transmission. Il n'y avait plus qu'un secteur de tir et des munitions. La géométrie du combat avait changé. C'était désormais la géométrie d'une forteresse assiégée. « Tournez la tourelle à gauche », commanda-t-il. « Ils vont essayer de contourner par le flanc, à travers les buissons. » Kovalev essuya le sang de son visage avec sa manche. Il voyait double, mais ses mains faisaient leur travail. Il se tint de nouveau à la culasse, remplaçant le chargeur évanoui. Un obus, encore un obus. Tire, recule. La douille tombe avec un tintement sur le sol, rejoignant le tas sous les pieds. Il tirait sur les silhouettes. Les chars allemands, voyant que le géant russe était immobilisé, s'enhardirent. Ils s'approchèrent à 800 mètres. En vain. À cette distance, le F-32 les transperçait de part en part. L'un des Panzer IV s'enflamma comme une torche. Kovalev eut le temps d'apercevoir des hommes en feu sauter de la tourelle. Il n'éprouvait aucune pitié. C'était juste une unité supprimée dans l'équation. L'air dans le compartiment de combat était devenu épais comme de la gelée. La fumée de poudre rongeait la muqueuse de la gorge. L'eau des bidons était épuisée depuis 1 heure. La langue enflée ne tenait plus dans la bouche. Mais le cerveau continuait de fonctionner, éliminant tout le superflu, la douleur, la soif, la peur. Il ne restait que l'algorithme. Détecter la cible, viser, charger, tirer. « Tireur, tiens bon !» râlait Kovalev. « Tant qu'on tire, on est vivant. » Le char tremblait sous les impacts. Le blindage tenait, mais chaque coup drainait les forces de l'équipage. C'était un duel de nerfs. Qui craquerait le premier? Celui qui est assis dans une boîte en fer incandescente sous une grêle de coups, ou celui qui voit ses camarades se transformer l'un après l'autre en bûchers fumants? Kovalev savait. La physique était de son côté. Le blindage frontal du KV, 75 mm, plus l'inclinaison. Épaisseur effective, presque 100.
Les mégots allemands ne le perçaient pas. Les canons longs, seulement dans les zones vulnérables. Il y avait une chance. Il poussa de nouveau un obus dans le canon. Sa main ne trembla pas. Dans ce four incandescent, où les mathématiques luttaient contre la mort, le lieutenant arpenteur continuait de résoudre son problème. Un problème à plusieurs inconnus, où la solution recherchée était le temps. Le temps qui s'écoulait avec le sang et la sueur, mais qui l'arrachait à l'ennemi à chaque tir. Les chars lourds allemands, faisant cliqueter leurs chenilles, reculèrent, se cachant dans les plis du terrain. Mais cela n'apporta aucun soulagement. Au contraire, le silence qui pesa sur la steppe brûlante devint encore plus sinistre. Ce n'était pas le silence de la paix, mais la pause avant l'exécution. Kovalev savait, l'ennemi n'était pas parti. L'ennemi changeait d'outil. Le marteau n'avait pas fonctionné. Maintenant, ils allaient prendre le poinçon. « Infanterie !» La voix du radio partit dans les aigus. « À gauche, par le ravin. Ils rampent, les ordures !» Kovalev se colla à l'épiscope. D'abord, il ne vit rien. Seulement l'air ondulant de chaleur et l'herbe brune. Mais ensuite, l'œil capta un mouvement. Des silhouettes grises, à peine visibles, se fondant avec la poussière. Il ne montait pas à l'attaque en criant « Hurrah !» Il coulait sur le sol comme du mercure, utilisant chaque butte, chaque ornière. Des groupes d'assaut allemands, des chasseurs de chars. Le char KV-1, privé de mobilité, s'était transformé en forteresse assiégée avec un défaut fatal. Il avait des angles morts. L'espace dans un rayon de 10 à 15 mètres autour de la coque était une tache aveugle. L'optique ne permettait pas de regarder sous les chenilles, les mitrailleuses ne pouvaient pas s'abaisser si bas. Les Allemands connaissaient cette géométrie mieux que leurs 5 doigts. Leur but était simple, s'approcher au contact, dans la zone morte où le géant d'acier est aveugle et impuissant, et placer une liasse de grenades sous le porte-à-faux arrière ou sur les grilles du moteur. « Je ne les vois pas !» criait le tireur en tournant les volants. « Ils sont passés sous le niveau du viseur !» Kovalev sentait une sueur froide couler dans son dos, malgré les 60 degrés de chaleur à l'intérieur. C'était le cauchemar claustrophobe du tankiste. Entendre l'ennemi gratter le blindage, mais ne pas pouvoir riposter. Le sentiment d'impuissance tuait la volonté plus vite qu'une balle. L'infanterie allemande disparut dans une ornière profonde juste devant. Ils étaient là, en sécurité, se préparant au dernier bond. Encore une minute, et des bouteilles d'essence voleraient sur le compartiment moteur. Kovalev ferma les yeux une seconde. Il n'avait pas besoin de ses yeux, il avait besoin de sa mémoire. Il rappelait dans son cerveau la carte du terrain qu'il avait étudiée 1 heure plus tôt. Il était arpenteur. Il se souvenait du relief, tactilement, du bout des doigts. À 10 mètres devant le nez du char, la terre avait une faille. Une vieille ornière des eaux printanières, profonde d'1,5 mètre. C'est là qu'ils sont assis maintenant. Ils pensent que le pli du terrain les protège. Ils pensent que le canon du char ne peut pas se tirer dans les pieds. « Explosif !» aboya Kovalev. « Camarade lieutenant, on ne l'atteindra pas !» répondit le tireur. « L'angle de dépression ne le permet pas. Le canon va buter dans la terre. »« Charge, j'ai dit !» Kovalev repoussa le tireur et se colla lui-même au viseur. Il n'avait pas l'intention de tirer sur les Allemands. C'était impossible. Il avait l'intention d'utiliser la physique de l'onde de choc. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Mais si l'obus est explosif et le sol de l'argile dure, alors l'équation change. « Mécanicien, tourne la tourelle de 2 degrés à gauche. » La tourelle pivota avec un bourdonnement lourd. Le canon de 76 mm regardait la terre, un point devant l'ornière. Kovalev calcula tout instantanément.
S'il frappait avec un obus explosif le bord du parapet, la fusée se déclencherait au contact de la terre dure. La masse principale des éclats et l'onde de choc partiraient en éventail vers l'avant et le bas, dans l'ornière, là où se cachaient les ombres grises. « Les oreilles !» avertit-il l'équipage. « Tire !» Le char bondit comme si on lui avait donné un coup de pied par-dessous. L'explosion se produisit à seulement 12 mètres. La terre se dressa en une fontaine noire. Le fracas fut tel qu'il sembla que les tympans éclataient. L'onde de choc frappa le blindage frontal, faisant tomber la poussière et la calamine. Mais le calcul s'avéra juste. Les lois de la physique fonctionnèrent impitoyablement. L'énergie de l'explosion, rebondissant sur le sol dense, s'abattit dans le ravin tel un marteau de plomb. 700 grammes d'explosifs, transformés en milliers d'éclats brûlants, balayèrent l'ornière jusqu'au fond. « Mitrailleuse !» commanda Kovalev. « Fourche-les !» Le tireur, reprenant ses esprits, pressa la détente de la mitrailleuse coaxiale d'été. Une longue rafale laboura la terre là où retombait la poussière de l'explosion. Personne ne sortit du ravin. Aucune grenade ne vola vers le char. Le ricochet sur le sol avait fait ce qu'un tir direct ne pouvait pas faire. La terre, qui devait abriter l'ennemi, était devenue son assassin, dirigé par la main de l'ingénieur. « C'est fait !» souffla le chargeur en essuyant son visage avec un chiffon sale. On les a repoussés. Mais il était trop tôt pour se détendre. Ce n'était qu'un seul groupe. L'infanterie est comme l'eau, elle cherche la moindre fissure. À droite, du côté du marais salant, on entendit de courtes rafales de pistolets mitrailleurs. Les balles martelèrent le blindage comme la grêle sur un toit de tôle. Les Allemands tentaient de détourner l'attention, forçant l'équipage à fermer toutes les fentes de vision pour les aveugler définitivement. « Radio, mitrailleuse de caisse !» cria Kovalev. « Secteur droite, 40 ! Courte rafale, économise les munitions !» Les radios s'agrippa à la crosse de sa mitrailleuse dans la plaque frontale du châssis. Son secteur de tir était étroit, mais important. Il balayait la lisière du marais salant, empêchant l'infanterie de contourner le char par le flanc. À l'intérieur du char, il faisait encore plus chaud. On ne respirait plus qu'une fois sur deux. La gorge était écorchée par la fumée. Les douilles roulaient sur le sol, tintant à chaque mouvement de l'équipage. Kovalev sentait la fatigue s'abattre sur ses épaules comme une dalle de béton. Ses mains tremblaient d'un tremblement fin. La déshydratation et le surmenage se faisaient sentir. Mais l'esprit restait froid. Il scannait encore et encore le terrain à travers l'optique trouble. Chaque buisson, chaque pierre semblait désormais être un ennemi. La pression psychologique augmentait. La solitude de l'esprit face à une masse énorme et sans visage d'infanterie, armée d'une haine primitive mais mortelle. Il voulait brûler ce char. Il voulait les enfumer de là, comme des bêtes d'un terrier. « De l'eau !» râla le mécanicien. « Pas d'eau !» trancha durement Kovalev. « Il n'y a que la mission. Et 5 obus. » Il comprenait que le round suivant serait plus difficile. Les Allemands avaient compris qu'ils ne les prendraient ni par la peur, ni par la ruse. Maintenant, ils allaient employer la force brute. L'artillerie ou l'aviation. Le KV-1 se tenait immobile, comme un monument à lui-même, au centre d'un cercle brûlé. Autour, fumaient les carcasses des machines détruites, et dans la terre, broyée par les chenilles et les explosions, gisaient ceux qui avaient tenté de discuter la géométrie du lieutenant Kovalev. Le lieutenant regarda sa montre. Seulement une demi-heure s'était écoulée. Il devait tenir encore 30 minutes. 30 minutes en enfer. Dans une boîte d'acier incandescente, au milieu d'une steppe déjà étrangère, qui pour cette heure était devenue le seul point d'appui pour tout le front en retraite. Il passa la main sur la culasse du canon. Le métal était chaud, presque brûlant. « Ça va », chuchota-t-il du bout des lèvres. « On tiendra. »
Le fer fond à 1500 degrés. On n'a pas encore atteint la limite. Le regard de l'arpenteur buta de nouveau contre l'épiscope, cherchant de nouveaux vecteurs de menace dans la brume tremblante de l'horizon. Le silence s'abattit sur la steppe soudainement, comme si quelqu'un avait coupé l'interrupteur de la guerre. Une seconde plus tôt, le monde était fait de fracas, de cliquetis et de sifflements d'éclats. Et maintenant, il ne restait que le crépitement du métal brûlant et la respiration lourde et sifflante de 4 hommes dans une boîte en fer. Les Allemands s'étaient retirés. L'attaque s'était enlisée. L'avalanche de fer, qui devait écraser le char soviétique solitaire, s'était brisée contre la géométrie du lieutenant Kovalev et la ténacité du blindage de Leningrad. À l'intérieur du compartiment de combat, on pouvait couper l'air au couteau. Une fumée bleuâtre formait un voile dense. La puanteur de la poudre brûlée se mêlait à l'odeur aigre du vomi. Le chargeur avait fini par rendre tripes et boyaux à cause de l'intoxication et du surmenage. La température crevait le plafond. Le métal de la culasse refroidissait en émettant des cliquetis mélodieux qui, dans ce silence ouaté, semblaient assourdissants. Kovalev essaya d'enlever son casque, mais ses doigts ne lui obéissaient pas. Ses mains tremblaient d'un tremblement fin et désagréable, le reflux de l'adrénaline. Dans ses oreilles régnait un sifflement aigu continu. La commotion. Il savait que ce son resterait avec lui longtemps, peut-être pour toujours. « Vivant ?» demanda-t-il. Sa propre voix lui parut étrangère, venant de quelque part, d'une cave. « On dirait, » râla le conducteur mécanicien. « Juste envie de boire. Plus de force. » Il était impossible de sortir par les écoutilles supérieures. Les tireurs d'élite et les mitrailleurs ennemis gardaient sûrement la tourelle en joue. Kovalev fit signe vers la trappe d'évacuation dans le plancher du char. « On part par le bas. Prenez les armes personnelles. Les documents sur vous. » Il fallut longtemps pour dévisser les boulons de la trappe. Les écrous étaient grippés par la chaleur et la saleté. Quand la lourde plaque de blindage tomba enfin sur le sol, une odeur de poussière et d'absinthe s'engouffra dans le char. Cette odeur, qui en temps de paix aurait paru suffocante, était maintenant plus douce que l'oxygène pur. Ils tombaient du char comme des sacs de sable. Ils tombaient sur la terre dure et brûlante, étalant la suie et les larmes sur leur visage. Ils gisaient sous le ventre de la machine, dans la seule ombre à des kilomètres à la ronde, et hapaient l'air avidement. Kovalev était allongé sur le dos, regardant le dessous de son cavet. Rayé, portant les traces de choc contre les pierres, il ressemblait au ventre d'une bête géante fatiguée. Après avoir repris son souffle, le lieutenant se retourna sur le ventre et rampa jusqu'au bord de la chenille. Il avait besoin de voir. Il avait besoin de vérifier sa décision. Il sortit ses jumelles, dont les verres étaient couverts d'une pellicule de poussière, et regarda le champ de bataille. Le tableau qui s'offrit à lui était terrifiant et mathématiquement précis. Sur la pente de la hauteur et dans le vallon, fumaient 12 machines blindées. Des chars Panzer III, Panzer IV, des transports de troupes Hanomag. Des colonnes noires de fumée montaient verticalement vers le ciel blanchâtre comme des colonnes funèbres. Mais Kovalev ne regardait pas le feu. Il regardait la disposition des carcasses. Un sourire faible et douloureux effleura ses lèvres. Toutes les machines détruites gisaient sur une même courbe. C'était la ligne de dérive naturelle qu'il avait tracée mentalement 1 heure plus tôt. Aucun conducteur mécanicien allemand n'avait pu vaincre son instinct. Évitant le marais salant et la pente raide, ils s'étaient tous serrés vers le centre du vallon, s'alignant en une file idéale pour l'exécution. Ils étaient venus eux-mêmes au point de visée. « La géométrie ne ment pas », chuchota Kovalev. « La physique est plus forte que la peur. » Il vit, loin, à la lisière de la forêt,
Les Allemands déployaient des pièces lourdes. Ils se préparaient à raser la côte 123 de la surface de la Terre. Maintenant que l'effet de surprise avait disparu, ils allaient simplement labourer ce carré à l'artillerie. Mais cela n'avait plus d'importance. Les écouteurs du casque, que Kovalev n'avait toujours pas enlevés, prirent soudain vie. À travers le crépitement de l'électricité statique, perça la voix du radio du régiment. Lointaine, déformée, mais tellement nécessaire. « Peuplier, ici Aube. Peuplier, répondez !» Kovalev tira vers lui le laryngophone. « Ici, Peuplier, je vous reçois. Mission accomplie, Peuplier. La traversée est terminée. La dernière compagnie est passée. Le pont a sauté. Repliez-vous. Je répète, repliez-vous immédiatement. » Le lieutenant posa sa tête sur ses bras. C'est fini. L'heure est passée. Ils avaient acheté ces 60 minutes au prix de 12 chars allemands, d'une chenille déchirée et, peut-être, de leurs propres oreilles. La tension qui maintenait sa colonne vertébrale, comme une tige d'acier, disparut, remplacée par une fatigue de plomb. Son corps lui faisait mal, comme s'il était passé dans un hachoir. Il regarda l'équipage. Des visages noirs de suie, des yeux enflammés, des mains tremblantes. Il ne ressemblait pas aux héros des affiches. Il ressemblait à des mineurs après un accident au fond. Sales, sourds, mortellement fatigués, les ouvriers de la guerre. « Debout, les gars !» dit doucement Kovalev. « Ils ont fait sauter le pont. On doit y aller. »« Et le char ?» demanda le mécanicien, regardant avec tristesse la masse immobile du KV. « On l'abandonne ?»« On l'abandonne, » répondit durement le lieutenant. « On ne remettra pas la chenille, pas de dépanneuse. Enlevez la culasse. » Briser l'optique. Une grenade dans le canon. La machine ne doit pas revenir à l'ennemi. C'était la partie la plus amère du travail. Détruire sa propre arme. Kovalev grimpa lui-même de nouveau dans les entrailles brûlantes de la tourelle. Il dévissa le viseur, brisa le verre de l'épiscope avec la crosse de son pistolet, puis il inséra une grenade F1 dans le tube du canon par la culasse et dégoupilla. Un saut dans l'écoutille, choc contre le sol. L'explosion à l'intérieur du char sonna sourdement, comme la toux d'un géant malade. Un petit nuage de fumée s'échappa du canon. La pièce était hors service. Ce n'était plus qu'un tas de métal. Ils rampaient le long du ravin, s'éloignant de la hauteur, en direction de la rivière. Derrière eux, sur la crête, restait le monument de leur résistance. Un char mort, entouré d'une suite de 12 ennemis détruits. Le silence sur la steppe recommença à se remplir de sons. Drondements lointains de moteurs, langue étrangère. La guerre revenait sur la côte 123, mais elle n'avait plus rien à y faire. L'équation principale de ce jour était résolue. Kovalev rampait en dernier. Il se retourna. La poussière retombait lentement sur le blindage de son Kliment Vorochilov, le faisant partie du paysage. La steppe absorbait le fer. La steppe était indifférente aux victoires et aux défaites, mais elle se souvenait de tout. Et le lieutenant arpenteur savait. Il avait laissé sur cette carte une signature que l'ennemi ne pourrait pas effacer. Une signature faite au calibre 76 mm. « On décroche !» commanda-t-il, et le groupe se fondit dans l'herbe brûlée, partant vers l'est, suivant la poussière et le front en retraite. La nuit tomba sur la steppe comme une couverture lourde et étouffante, mais elle n'apporta pas de fraîcheur. La terre continuait de rendre la chaleur accumulée pendant la journée, et l'air dans l'abri du quartier général était épais, imprégné de l'odeur de tabac bon marché, de kérosène et de sueur humaine. Le QG du régiment était installé dans la cave d'une maison en briques intactes à la périphérie du hameau, à 5 km du passage. Ici, la guerre passait du chaos sanglant
à des lignes sèches de rapport et des figures géométriques sur des cartes. Le lieutenant Piotr Kovalev se tenait devant la table, éclairé par une lampe tempête clignotante. Il tenait à peine sur ses jambes. Sa combinaison, autrefois noire, était devenue grise de poussière salée incrustée et brune de taches d'huile. Son visage ressemblait à un masque. Le blanc des yeux ressortait vivement sur le fond de suie qui recouvrait la peau d'une couche dense. Dans ses oreilles régnait toujours ce même sifflement aigu, séquelle de la commotion et de plusieurs heures de fracas à l'intérieur de la boîte d'acier. Les voix des officiers d'état-major lui parvenaient comme à travers une couche de coton, sourde et indistincte. Derrière la table était assis le colonel. Le commandant du régiment était un homme corpulent, au visage lourd et terreux. Il ne dormait pas depuis 3 jours. Sa vareuse était déboutonnée, des ombres profondes cernaient ses yeux. Il regardait Kovalev non comme un héros, mais comme un problème qu'il fallait résoudre selon le règlement. Devant lui se trouvait un rapport et la carte d'état-major, celle-là même sur laquelle, le matin, il avait assigné la mission. Désormais, elle portait de nouvelles marques au crayon rouge et bleu. « Vivant, donc !» Le colonel prononça cela sans joie, plutôt avec un sombre étonnement. Il tapota la carte de son gros doigt. « Et tu as tenu le passage. Et tu as brûlé du matériel allemand. 12 unités, dit-on ?»« Affirmatif, camarade colonel. » La voix de Kovalev sonnait rauque, comme le grincement d'un mécanisme non graissé. Sa langue bougeait avec peine dans sa bouche desséchée. Le colonel leva lentement les yeux de la carte. Il n'y avait pas de gratitude dans son regard. Il y avait l'éclat froid de l'acier bureaucratique, qui, à la guerre, est parfois plus terrible que le plomb ennemi. « Et maintenant, explique-moi, lieutenant, pourquoi je devrais te traduire en cour martiale plutôt que de te proposer pour une décoration ?» Un silence pesa dans l'abri. Le scribe dans le coin cessa de taper à la machine. Kovalev se taisait. Il savait qu'il avait tout fait correctement. Mais il savait aussi que la vérité du combat et la vérité de l'état-major sont 2 univers différents qui se croisent rarement. « Tu te tais ?» Le colonel se leva brusquement, projetant une ombre sur le mur de Ronda. « Alors je vais te le dire. Tu as violé 3 paragraphes du règlement de combat des troupes blindées sur le choix de la position de tir en défense. » Il saisit sur la table un livre usé à la reliure rouge et le jeta sur la carte. Paragraphe 45. Le char en défense occupe une hauteur dominante pour assurer une vue et un secteur de tir maximaux. Tu étais où, Kovalev? Dans le vallon, camarade colonel, sur la contrepente. Dans un trou, aboya le colonel. Tu t'es fourré dans un terrier, comme un spermophile, cédant l'avantage de la hauteur à l'adversaire. Tu as violé le paragraphe sur la coordination. Tu as agi contrairement au schéma tactique approuvé par l'état-major. Selon toutes les lois de la science militaire, on aurait dû te brûler dans les 5 premières minutes du combat. Tu as exposé au coup le seul char lourd du bataillon. C'est de la négligence criminelle. Kovalev écoutait les accusations, et dans sa tête remontaient les images de la journée passée. Le blindage incandescent, les vecteurs de mouvement des chars allemands, le marais salant. S'il s'était mis sur la crête, comme l'exigeait le règlement, sa silhouette sur fond de ciel serait devenue une cible idéale. Les tireurs allemands, maîtres de leur art, lui auraient collé un obus sous la tourelle à 2 kilomètres. Le règlement avait été écrit par un homme assis dans un bureau. Mais sur la cote 123, c'est la physique qui commandait. « Permission de parler ?» demanda doucement le lieutenant. « Parle !» Le colonel se rassit avec lassitude sur le tabouret. « Essaie de justifier ton insubordination. » Kovalev s'approcha de la carte. Son doigt sale toucha les lignes brunes du relief. « Camarade colonel, le règlement est la théorie du combat idéal. Mais là-bas, dans la steppe,
c'était la pratique. Si j'avais occupé la crête, j'aurais été mort en 3 minutes. Les Panzer IV allemands à canon long ont une portée efficace de tir supérieure à celle de mon F-32. En terrain découvert, c'est un duel dans lequel je n'ai aucune chance. Il parlait lentement, choisissant ses mots comme il choisissait auparavant la correction de tir. J'ai utilisé le terrain comme une arme. Ici, le doigt glissa sur la carte. C'est un marais salant. Le règlement ne parle pas de la densité du sol, mais la physique en parle. Les Allemands sont des ingénieurs. Ils ne seraient pas passés par le sel. Ils seraient passés là où c'est dur. Je le savais. Je ne me suis pas mis là où c'est haut, mais là où je pouvais contrôler leur itinéraire inévitable. Le colonel regardait la carte, puis le lieutenant. Son visage restait impénétrable. « Tu as risqué le matériel confié en te basant sur des suppositions. »« Pas sur des suppositions », objecta fermement Kovalev. Et pour la première fois, des notes métalliques percèrent dans sa voix. « Je suis arpenteur de profession civile, topographe. J'ai lu la Terre pendant 10 ans. Le règlement a été écrit par un homme, camarade colonel. L'homme peut se tromper, mais le terrain a été créé par la nature. La nature ne ment pas. J'ai simplement lu ce que la nature avait écrit. J'ai vu le squelette de cet auteur. Et je savais que les Allemands savent aussi lire les cartes, mais ils les lisent comme des touristes, et moi, comme un propriétaire. » Le lieutenant se tut. Sa gorge le grattait. Il comprenait que son destin se jouait maintenant. À la guerre, la frontière entre le tacticien génial et le lâche ayant violé l'ordre est fine comme une feuille de papier. Le colonel garda le silence un long moment. Il sortit une cigarette, écrasa le bout, craqua une allumette. Une fumée bleuâtre flotta vers le plafond bas. Dans cette fumée, nageaient des grains de poussière, ceux-là même qui obstruaient récemment les poumons de Kovalev sur le champ de bataille. Le commandant du régiment était un vieux soldat. Il connaissait le règlement par cœur. Mais il connaissait aussi le prix du résultat. 12 bûchers fumant sur la côte 123. Un bataillon sauvé. Un pont détruit, coupant la route aux Allemands. C'étaient des faits qui pesaient plus lourd que n'importe quel paragraphe. La guerre n'est pas un examen de théorie. La guerre, c'est le résultat. Le colonel expira lentement la fumée. Son visage s'adoucit, les rides se creusèrent davantage. Il prit sur la table le rapport d'infraction, couvert de l'écriture soignée du chef d'état-major. Il le regarda, comme s'il pesait dans sa main le poids des phrases bureaucratiques. « Arpenteur, tu dis, marmonna-t-il. La géométrie. » D'un mouvement brusque, le colonel déchira la feuille de papier en deux. Le bruit du papier déchiré dans le silence de l'abri sonna plus fort qu'un coup de canon. Puis il superposa les moitiés et les déchira encore une fois. Les morceaux tombèrent au sol, se mêlant à la poussière de terre. « Va dormir, lieutenant, » dit sourdement le colonel, sans lever les yeux. « Tu pues le brûlé et la mort. Sois frais comme un gardon dans 4 heures. Tu recevras un nouveau char. Et Kovalev ?» Le lieutenant, qui s'était déjà tourné vers la sortie, se figea. « Oui, camarade colonel. La prochaine fois que tu liras la nature, écris des antisèches pour nous, les imbéciles de l'état-major. Rompez !» Kovalev sortit de l'abri dans la nuit. L'air frais lui frappa le visage. Les étoiles au-dessus de la steppe étaient basses, brillantes et froides. C'était la même géométrie de l'univers, éternelle et indifférente. Mais aujourd'hui, lui, un petit homme en combinaison sale, avait pu prouver que même dans le chaos de la guerre, la raison est capable d'ordonner la mort et de la forcer à travailler selon ses règles. Il avait survécu non pas parce qu'il était plus brave, mais parce qu'il savait. Ne gagne pas celui qui crie « Hurrah !» le plus fort, mais celui qui calcule le mieux les angles et connaît la résistance des matériaux.
La fatigue s'abattit avec une force nouvelle. Mais c'était maintenant la fatigue du vainqueur. Demain, il y aurait un nouveau combat, une nouvelle carte et de nouvelles équations qu'il faudrait résoudre sous le feu. Mais ce serait demain. 1943. Le temps est aussi une ressource qui, à la guerre, se consomme plus vite que le carburant. Une année s'était écoulée depuis ce jour au passage, et cette année avait transformé le lieutenant en capitaine, et le désespoir de 42 en l'assurance froide et méchante de 43. Maintenant, c'était une autre steppe, l'arc de Koursk. Ici, la terre était plus grasse, plus noire, et la poussière avait un autre goût, non pas de chaux salé, mais de tchernozème lourd, sentant le pain et les tombes. Le polygone à l'arrière du front tremblait du rugissement des moteurs. 20 nouveaux 34 labouraient le champ, déchirant le gazon de leurs chenilles. Dans les écoutilles étaient assis des gamins, 19, 20 ans. Ils avaient des vareuses propres, des visages non burinés par le vent, une lueur dangereuse dans les yeux. Ils brûlaient d'aller au combat, s'étant nourris de journaux sur les héros. Ils pensaient que la guerre était une attaque à pleine vitesse, drapeau au vent. Le capitaine Piotr Kovalev se tenait sur le parapet de la tranchée d'entraînement et les regardait non comme des héros, mais comme des ébauches qu'il fallait tremper avant qu'elles ne cassent. « Halte aux machines !» commanda-t-il dans le microphone de la radio. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, couvrit le bourdonnement diesel. « Troisième section, coupez les moteurs. Équipage, au char du commandant !» Les chars se figèrent. Les écoutilles basculèrent et les élèves se déversèrent sur le blindage. Ils sautaient à terre avec légèreté, souplesse, ne connaissant pas encore cette lourdeur de plomb dans les jambes qui vient après 3 jours de combat. Ils coururent vers Kovalev, s'alignèrent en demi-cercle. Kovalev se taisait, les examinant. Il voyait leurs erreurs avant même qu'ils ne les commettent. Il voyait leur mort s'il ne leur sortait pas maintenant cette bêtise romantique de la tête. « Élève Ivanov », prononça doucement Kovalev en regardant le chef du char de flanc droit. « Pourquoi avez-vous mené le char sur la crête de la colline ?»« Pour assurer une meilleure vue, camarade capitaine », rapporta le garçon d'une voix claire. « De la hauteur, on voit les cibles à 3 kilomètres. »« De la hauteur, on vous voit à 5 kilomètres, » trancha Kovalev. « Le tireur allemand vous dira merci. Vous avez brûlé à la 42e seconde de l'exercice, avec l'équipage. » Kovalev se tourna vers tout le rang. Il prit une pelle de sapeur et la planta avec force dans le tchernozème gras. « Oubliez ce qu'on vous a appris dans l'infanterie. Là-bas, la hauteur est un avantage. Dans les troupes blindées, la hauteur est une cible. Vous regardez le champ et vous voyez un paysage. De l'herbe, des petites fleurs, des ravins. Et moi, je vois un squelette. » Il montra de la main une combe profonde, envahie de broussailles, que les élèves contournaient soigneusement pendant la marche. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un ravin, camarade capitaine. Terrain difficilement praticable. » »« Faux. C'est votre blindage. C'est un pli de terrain qui cachera votre coque. C'est une tranchée naturelle qu'il n'y a pas besoin de creuser. Vous l'avez contournée pour ne pas réduire la vitesse et vous êtes sorti sur le plat. Vous avez gagné 1 minute de temps et perdu la vie. » Kovalev marchait devant le rang, enfonçant durement les mots dans leur conscience. Il ne leur apprenait pas à tirer. On leur avait appris à tirer à l'école. Il leur apprenait à survivre avec leur tête. Le char ne va pas là où le conducteur veut. Le char va là où la terre le permet. Retenez, la terre est un dictateur. Vous devez sentir la densité du sol avec votre moelle épinière. Si vous comprenez la terre, vous comprendrez l'ennemi. Parce que l'ennemi obéit aux mêmes lois de la physique. Il les força à travailler à pied. Toute la journée, sous le soleil brûlant de juillet, les futurs officiers rampèrent sur le polygone
avec des théodolites et des pelles. Kovalev les forçait à tâter le sol avec les mains. « Vous sentez ?» demandait-il, quand un élève essayait de creuser un trou individuel dans le bas-fond. « L'argile est humide, visqueuse. Le char s'y posera sur le ventre. Et là-bas, où c'est roux, c'est du sable limoneux. Là, on peut passer en troisième. » C'était la routine. Un travail dur, non héroïque. Kovalev brisait leurs stéréotypes. Il expliquait que la voie directe est la voie du kamikaze, que la géométrie de la guerre se construit sur des angles, des abris et des angles morts. « Vous n'êtes pas des chevaliers sur des chevaux blancs, disait-il, quand le soleil touchait déjà l'horizon, colorant la poussière en rouge sang. Vous êtes des ingénieurs de la mort. Votre tâche est de résoudre une équation où les variables sont la distance, le blindage et le relief. Celui qui résout le plus vite rentrera chez lui. Celui qui se trompe dans les calculs restera dans ce Tchernozem. » Les semaines succédèrent aux semaines. La tension montait. Le front bourdonnait, se préparant à un événement grandiose. Et quand arriva l'ordre de mouvement, Kovalev vit comment les visages de ses étudiants avaient changé. L'entrain de gamin avait disparu. La concentration était apparue. Le regard était devenu lourd, évaluateur. Il regardait la route non comme un chemin, mais comme un ruban tactique. Juillet 1943. La bataille de Koursk ne commença pas par des fanfares, mais par le tremblement de la terre. Les armadas s'affrontèrent. Maintenant, la théorie était vérifiée par la pratique de l'expérience la plus massive de l'histoire des guerres. Kovalev menait son bataillon à l'attaque. Il regardait dans l'épiscope de sa nouvelle machine, sentant la peinture d'usine. Autour régnait un enfer que même Dante n'aurait pu imaginer. Le ciel avait disparu derrière les fumées noires. L'horizon brûlait. Des centaines de chars mélangeaient la terre et le métal. Mais dans ce chaos, le capitaine voyait un ordre. Il voyait ses sections se disperser sur le terrain. Il ne fonçait pas tête baissée. Il vit le 34 du lieutenant Ivanov, celui-là même qui voulait grimper sur la crête, plongé dans un vallon, disparaissant des viseurs des tigres allemands. Ivanov utilisait le relief. Il surgit sur le flanc d'un char lourd allemand, utilisant le pli de terrain comme un couloir d'invisibilité. Tir. La machine allemande se mit à fumer. Ivanov ne joua pas au héros en restant sur place pour savourer la victoire. Il recula immédiatement, se cachant de nouveau derrière le rebord salvateur de terre. « Bravo !» chuchota Kovalev en rechargeant le canon. Il a assimilé. Le bataillon fonctionnait comme un mécanisme unique, lubrifié par la sueur des entraînements. Il lisait la terre. Il voyait les ravins comme des abris et les collines comme des barrières. Il n'appuyait pas simplement sur l'accélérateur. Il menait un duel intellectuel avec les meilleures divisions blindées de la Wehrmacht. Et dans ce duel, l'école soviétique, multipliée par l'ingéniosité naturelle et la science cruelle du capitaine arpenteur, prenait le dessus. Kovalev voyait des panthères en feu, enlisées dans le bas-fond marécageux que ses chars avaient contourné. L'ennemi, qui comptait sur la puissance des moteurs et l'épaisseur du blindage, avait perdu contre la géographie. Les Allemands avaient sous-estimé le sol. Ils étaient allés tout droit, croyant en l'invulnérabilité de leur technique, et la terre les avait punis, enchaînant les chenilles dans la boue grasse, transformant les redoutables machines en cibles immobiles. Tandis que les chars russes passaient là où la terre donnait son feu vert, les terres étaient saturées de jurons, d'ordres et du souffle rauque du combat. Mais ce n'étaient plus les cris paniqués de ceux qui battaient en retraite en 42. C'étaient les ordres méchants et courts de gens connaissant leur métier. L'héritage se transmettait. L'expérience, payée par le sang sous Stalingrad et sur le Don, fonctionnait maintenant ici, sous Prokhorovka et Oboyan.
L'héroïsme avait cessé d'être l'acte de désespoir d'un solitaire. Il était devenu un système. Il était devenu une profession. Le char de Kovalev fut secoué par une explosion proche, mais il ne scia même pas. Ses mains tournaient habituellement les volants, ses yeux cherchaient la cible. La guerre était devenue un travail lourd, sale, mortellement dangereux, qu'il fallait faire avec qualité, jusqu'au bout. Et il savait que même si son char ne revenait pas du combat aujourd'hui, ces gamins qu'il avait appris à écouter la terre iraient jusqu'au bout. Parce qu'ils avaient compris l'essentiel. La guerre n'est pas seulement le feu, c'est une géométrie tracée sur la carte par la nature elle-même. Et celui qui possède cette carte possède la victoire. Des décennies passèrent avant que la poussière ne retombe définitivement. La guerre ne s'est pas terminée quand on a signé les papiers à Berlin, mais quand la terre a cicatrisé ses plaies avec une peau verte de gazon. Mais pour ceux qui avaient vu son squelette, la terre est restée à jamais non pas un paysage, mais une carte d'opération militaire. 1968, juillet. De nouveau juillet, aussi chaud et impitoyable qu'alors, au coude du Don. Le soleil faisait fondre l'horizon. L'air tremblait au-dessus des labours, créant une brume familière et inquiétante. Le champ était immense, doré par le blé mûr. Paisible. Pas d'entonnoir, pas de tranchées, pas de carcasse noire de machines brûlées. Seulement le blé s'étendant à perte de vue et un ciel bleu délavé. Un homme âgé en chemise décolorée et pantalon large se tenait au milieu de cet océan doré. Piotr Kovalev était de nouveau arpenteur, ingénieur civil. Il était revenu à ce par quoi il avait commencé, comme si la terrible mission de 4 ans en enfer n'avait pas existé. Ses cheveux étaient devenus complètement gris. Son visage était sillonné de rides profondes, semblables à des ravins, mais ses mains étaient restées les mêmes. Des mains sèches, nerveuses, de professionnels habitués à travailler avec des instruments de précision. Il installait le trépied du théodolite. Les mouvements étaient précis, automatiques. Les pieds du trépied entrèrent avec un craquement dans la terre sèche. Kovalev vérifia le niveau. La bulle d'air se figea exactement au centre de l'ampoule. L'horizon est réglé. La géométrie du monde est rétablie. Il caressa le métal froid de l'instrument. C'était un bon outil, précis, un outil de création. Mais la mémoire musculaire est une chose terrible. Les doigts se souvenaient d'un autre froid et d'un autre métal. Ils se souvenaient de la lourdeur du volant de pointage et de la vibration de la culasse du canon F-32. Kovalev se pencha vers l'oculaire. Le monde se rétrécit à un rond barré d'une fine grille de fil. Il réglait la netteté. Les lentilles rapprochèrent le bord lointain du champ. Là-bas, près de la lisière de la forêt, un engin bougeait. Et soudain, le temps se brisa. Pendant une fraction de seconde, le temps d'un battement de cœur, la réalité fut remplacée par le souvenir. L'optique joua un tour cruel au cerveau. Au lieu du tracteur pacifique Kirovets tirant une charrue, Kovalev vit une silhouette anguleuse et prédatrice. Métal gris, croix noire sur le flanc, long canon avec frein de bouche pointant droit sur son visage. Un tigre. Il rampait le long de la lisière du champ, soulevant des nuages de cette même poussière de front corrosive. Le son changea. Le chant des sauterelles et le bruit du vent dans les épis disparurent. Ils furent couverts par le rugissement bas et guttural de moteurs de chars Maybach. Le cliquetis des chenilles broyant les os de la terre. Le sifflement de l'air fendu. Le corps réagit plus vite que la pensée. Le dos se tendit, attendant le choc contre le dossier du siège. La jambe droite eut un soubresaut, cherchant la pédale de tir. Les poumons se comprimèrent, chassant l'air pour ne pas subir de barotraumatisme dû à la différence de pression lors du tir. Distance 1200, perforant, traversa son esprit. Kovalev se recula brusquement de l'oculaire.
Il ferma les yeux et secoua la tête, chassant l'hallucination. Son cœur battait dans sa cage thoracique comme un piston grippé. Sa respiration était saccadée. Il ouvrit les yeux. Le champ était vide. Le tracteur rampait lentement le long de la lisière, laissant derrière lui une bande de tchernozèmes retournés. Les oiseaux chantaient dans les hauteurs, pas de croix, pas de tigre. Seulement le travail paisible et l'odeur du grain chauffé. Le tir fantôme se dissolvait dans le silence, ne laissant derrière lui qu'un léger tremblement dans les doigts. Kovalev sortit un mouchoir et s'essuya le front. La chaleur, c'est juste la chaleur. Elle réveille les vieux démons. Il savait que cela ne passerait jamais définitivement. La guerre s'était incrustée dans le sous-cortex, s'y était inscrite au niveau des réflexes. Il pouvait construire des centaines de nouvelles routes, tracer des milliers d'hectares pour de nouvelles villes et jardins, mais en lui serait toujours assis ce lieutenant de 42 qui évalue tout paysage du point de vue des secteurs de tir. Il regarda de nouveau le champ, cette fois sans instrument, avec le regard d'un homme qui connaît le prix de cette terre. Les jeunes ingénieurs qui travaillaient avec lui ne voyaient ici que des hectares de labour, des indices de rendement, des numéros cadastraux. Kovalev voyait autre chose. Il savait que sous cette couche de tchernozèmes fertile, à 2 mètres de profondeur, gisait du fer. Éclats d'obus, douilles, patins de chenilles, casques percés. La terre avait caché les cicatrices, refermé les entonnoirs, digéré le métal. Elle est patiente. Elle sait attendre et elle sait pardonner. Mais elle se souvient de tout. Chaque butte ici pouvait être un vieil abri. Chaque vallon, une fosse commune ou une position de batterie. La géométrie du combat n'avait disparu nulle part. Elle avait simplement été envahie par l'herbe. Et sa tâche, en tant que survivant, était de ne pas laisser cette géométrie disparaître de la mémoire des hommes, mais en même temps, de faire en sorte qu'elle ne serve plus jamais. Kovalev se colla de nouveau au théodolite. Maintenant, sa main était ferme. Il aligna le réticule sur la mire que tenait son assistant, un jeune gars en casquette, ressemblant un peu à ce chargeur de la région de Tambov. « Plus à droite !» cria Kovalev. « Encore un demi-degré ! Tiens la verticale !» Il travaillait. Il traçait les lignes de la nouvelle vie. La route passerait ici, contournant la colline. Le pont serait là où la rive est plus ferme. C'étaient les mêmes mathématiques, le même calcul d'angle et de distance. Seulement maintenant, le résultat des calculs n'était pas la mort de l'ennemi, mais du pain sur la table. Pas des chars en feu, mais des maisons où vivraient des gens ne connaissant pas le son d'un obus en vol. Il était un bâtisseur, un ingénieur, un arpenteur. Mais il avait su être un destructeur quand la patrie l'avait exigé. Et il n'avait pas honte de ce savoir-faire. Il en était fier, comme un chirurgien est fier d'une opération lourde et sanglante qui a sauvé la vie du patient. Le patient a survécu. Le pays a survécu. Et maintenant, il respirait à plein poumon, élevait des enfants et construisait l'avenir. Kovalev nota les chiffres dans le carnet de terrain. Une écriture soignée, nette. Azimut 135, dénivelé 0,4. Il ferma le carnet et regarda le soleil. Il déclinait déjà vers le couchant, colorant la steppe de tons doux et pourpres. La terre se souvient de tout. Et nous devons nous souvenir. Pas des slogans grandiloquents, pas des monuments de bronze, mais de ce travail lourd et grossier, de cette sueur qui ronge les yeux, et de cette physique qui un jour a aidé à arrêter une avalanche d'acier. Le vieil arpenteur chargea le théodolite sur son épaule. Le lourd instrument pesait familièrement sur la clavicule. Il marchait sur le chaume, et son ombre, longue et sombre, glissait sur la terre, le devançant. L'homme marchait sur sa terre, sur la terre qu'il avait mesurée en pas,
protégé par le feu, et qu'il ramenait maintenant à la vie. La géométrie de la guerre était terminée. Restait la géométrie de la vie. Et c'était le théorème le plus complexe et le plus important qui lui restait à prouver jusqu'à la fin de ses jours.